Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous êtes auteur notamment de l'Anti-Manuel d'Histoire de France aux éditions Perrin, de Histoire de l'armée française de la guerre de 100 ans à nos jours aux éditions Ring, et puis aussi les 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde aux éditions Plon. C'est un super livre à offrir justement pour vos enfants, vos petits-enfants, voilà, pour montrer à quel point la France a eu un impact sur le monde. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je rappelle que nous avons fait une émission tous les deux sur ce livre qui est toujours disponible sur notre chaîne YouTube de Ligne Droite. Et puis, vous êtes auteur de Ces statues que l'on abat aux éditions Plomb. Alors, c'est un livre à la fois d'histoire, mais aussi un livre politique, parce que vous dénoncez ceux qui veulent abattre ces statues, notamment les statues de Napoléon, de Churchill, de Joséphine, de Colbert, de Lincoln, et même de Voltaire. Alors ça vient de la cancel culture, alors la culture de l'effacement, on va appeler ça comme ça sur Radio Courtoisie, la culture de l'effacement qui vient des États-Unis, tout en puisant donc dans la French théorie, la théorie française des philosophes de la déconstruction, dont Derrida, Deleuze. Donc comment ce mouvement, déjà qu'est-ce que c'est que ce mouvement de la culture de l'effacement aux États-Unis ? Oui, c'est vraiment une véritable catastrophe et je trouve que personne ne s'en inquiète à juste titre et c'est très 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 dommage parce que le mal est là déjà et il fait beaucoup de dommages. On va y revenir en détail, mais voilà, ce mouvement de la cancel culture, de la culture de l'effacement, qui est synonyme du mouvement woke, soi-disant éveillé aux minorités pour défendre la cause des minorités raciales, puisque c'est effectivement basé sur un problème racial avant tout, vise à purifier tous les noms, tous les statuts, tous les monuments, tous les noms d'écoles, tous les noms de nos rues, de nos places, de nos avenues qui portent des noms qui pourraient, soi-disant, offenser la vue de certaines minorités raciales en France. Donc, comme vous l'avez dit, ça a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est dramatique, dramatique. Ils en sont à 100 statues déboulonnées, dont les pères fondateurs des États-Unis, que sont Washington ou Thomas Jefferson, ou même celui qui a aboli l'esclavage, le président Lincoln. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'impasse intellectuelle, de fuite en avant, de schizophrénie qui atteint les États-Unis, le Canada. Maintenant, l'Europe entière est touchée, en particulier la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est catastrophique en Allemagne. Et en France, effectivement, la seule bonne nouvelle, on va en parler en détail, c'est que les Gaulois irréductibles les Gaulois réfractaires se laissent pas faire. Voilà, localement, parce que bien sûr, ce mouvement est soutenu par les autorités publiques, les établissements publics, les tribunaux, la cour d'appel. On peut rentrer dans le vif du sujet. C'est effectivement le problème de la statue de Saint-Michel Mais justement, on va en reparler de cette statue de Saint-Michel et puis de la France. Mais d'abord, je voulais partir aux États-Unis. Vous l'avez dit, c'est ce que vous appelez la chute des idoles. Alors, vous en citez beaucoup, et donc beaucoup parmi les pères fondateurs. Il y a même Christophe Colomb, il y a Washington, il y a Jefferson, il y a Robert Lee à Charleville. Donc, l'idée de ces mouvements, c'est vraiment de s'attaquer aux fondations de la nation pour faire vaciller l'histoire et pour finalement proposer une alternative et une autre histoire, notamment des États-Unis. Oui, alors deux choses. Ils veulent déconstruire l'histoire des États-Unis, mais ils savent même pas par quoi ils vont la remplacer, parce que là, comme je vous disais, donc ils reprochent à Washington et Thomas Jefferson d'avoir été des propriétaires d'esclaves, c'est ça le cœur du problème, d'avoir possédé des plantations avec Washington en 1789, 125 esclaves. Thomas Jefferson, lui, il en avait carrément 200. Mais à l'époque, c'est le devoir de chaque historien. On voit bien que c'est une immense vague d'ignorance avant tout. À l'époque, le monde entier pratiquait l'esclavage. Il n'y a pas un seul pays au monde, je mets au défi mes détracteurs, de me trouver un continent qui ne pratiquait pas l'esclavage à l'époque de George Washington et de Thomas Jefferson. Donc, vous voyez, ils sont dans cette impasse intellectuelle. Ils vont devoir bientôt
débaptiser leur propre capitale, Mhm. Washington. Alors, vous parlez de ces mouvements, justement. Alors ça, en France, c'est plutôt ce qu'on appelle les mouvements indigénistes, les mouvements décoloniaux. Et puis aux États-Unis, c'est donc ces mouvements aussi comme Black Lives Matter qui donc récupèrent un petit peu toute cette idéologie, on va dire, qui est en fait un antiraciste, qui est un racisme inversé, anti-blanc finalement. Oui, tout à fait. Ils accusent, par exemple, pour se rapprocher du continent européen, un personnage intouchable, pour moi c'est un des plus grands héros, Winston Churchill, Mhm. d'être un suprémaciste blanc. Mhm. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Black Lives Matter en England accuse, tag régulièrement les statuts de Churchill du mot was a racist, Mhm. hein, euh, un suprémaciste blanc. Ils ont dressé une liste de 150 noms où nous retrouvons Nelson, la reine Victoria. Donc Charles III a du problème parce que non seulement la statue de son arrière-arrière-grand-mère a été déboulonnée au Canada, mais même celle de sa mère a été déboulonnée, a été taguée. On a marqué sur celle d'Élisabeth II raciste et colonialiste. Alors justement, je voulais revenir sur un fait parce que donc il y a ces statues et puis notamment la statue de Robert Lee à Charleville qui avait donné lieu à des manifestations et aussi des confrontations même entre ceux qui voulaient donc déboulonner la statue et ceux qui voulaient que la statue soit toujours en place. Oui, c'est le début de ce mouvement qui va prendre des dimensions extraordinaires. C'est le 12 août 2017 Mhm. à Charlottesville, en Virginie, quand justement des manifestants veulent absolument déboulonner la statue du général sudiste confédéré Robert Lee. Mhm. Alors, encore une fois, bien sûr que l'esclavage, je remets pas en cause l'esclavage est une abomination, c'est une évidence. Mais Robert Lee, justement, si on prend précisément son cas personnel, c'est un général sudiste abolitionniste. Mhm. Il était contre l'esclavage. Mhm. Donc, vous voyez, il y a de multiples exemples en France, des Victor Schœlcher et tout. C'est souvent des promoteurs de Mhm. l'abolition de l'esclavage, Voltaire par exemple, aussi, qui sont accusés d'avoir été des racistes. On voit bien que c'est surtout la conséquence d'une immense ignorance qui règne dans une ignorance crasse Mhm. dans les mouvements de Black Lives Matter ou du CRAN en France, etc. Ils Mhm. ne connaissent pas du tout l'histoire. Et c'est pour ça que dans ce livre, Ces statues que l'on abat, Dimitri Casali, vous remettez justement l'histoire à sa place. Bah, d'ailleurs, c'est ce que vous faites dans tout votre livre. C'est un petit peu votre motivation. On a parlé des États-Unis et donc on va parler évidemment de la France. On le rappelle, c'était le 14 juin 2020. Vous l'écrivez dans votre livre. Emmanuel Macron déclare: La République ne déboulonnera aucune de ses statues. Et quelques jours plus tard, la statue de l'impératrice de Joséphine de Beauharnais est déboulonnée. Alors, ça arrive quand même en France. Vous dites qu'il y a une plus grande réticence par rapport aux États-Unis. Ça a un petit peu plus de mal, finalement, cette idéologie à pénétrer dans le cœur et dans l'esprit des Français. Mais quand même, ça arrive par un autre biais, c'est-à-dire c'est par notamment Napoléon, on lui reproche d'avoir remis, d'avoir Rétabli. rétabli l'esclavage. Oui, oui, c'est exactement. Alors en France, localement, je vous dis, les populations locales de Rouen, des Sables-d'Olonne, Mmh. du Paris 6e pour la statue, 6e arrondissement pour la statue de Voltaire résistent. Mais on voit bien que les autorités, et le meilleur exemple, vous venez de le citer, c'est le président Macron, qui le 14 juin 2020 dit on ne Mmh. déboulonnera en France aucune statue, Mmh. alors que dans le monde entier, c'était le grand déboulonnage. Et d'abord, avant Joséphine, 9 jours après avoir dit ça, Colbert, devant l'Assemblée nationale quand même, la Mmh. plus belle statue, vous savez, des 4 plus grands ministres qui sont devant l'Assemblée nationale depuis 1808, c'est Mmh. Napoléon qui les avait choisis, ces 4 statues, Mmh. eh bien, a été aspergé de peinture rouge sang et on a Mmh. marqué sur la statue négrophobie d'État, alors qu'il y avait un cordeau de policiers. Il y a toujours, vous savez, devant l'Assemblée, 5, 6 policiers, et ils n'ont rien fait. Et un mois après l'allocution du président, c'est le tour de Joséphine de Beauharnais, Mmh. qui, elle, c'est encore pire, puisqu'il y avait des CRS, il y avait un cordon de CRS
à Fort-de-France, la plus belle des statues, c'est une statue qui date quand même de 1855 et d'un élève de David d'Angers. Vous voyez, il y a aussi la valeur artistique de ces statues qui sont classées au monument historique. Hein, je le rappelle, normalement, quand on déboulonne une statue, quand on endommage une statue, on est condamné, hein, on peut être condamné jusqu'à 4 ans, 4 à 5 ans de prison et des amendes de 100 000 euros. Là, bien sûr, les CRS, le maire de Fort-de-France, le préfet et, il paraît, le ministre Darmanin a laissé faire et ils ont pulvérisé la statue de Joséphine de Beauharnais, notre impératrice, hein, un personnage quand même haut en couleur et incroyable dans notre histoire. Eh bien, ils l'ont pulvérisé à coups de masse en poussant des cris de you-you. C'était vraiment la phrase. On se serait cru pendant la terreur de la Révolution. C'était vraiment le retour des barbares. Et justement, donc, en France, donc, ce sont les mouvements décoloniaux, les associations antiracistes, et aussi le mouvement indigéniste. Alors, vous en citez, il y a le CRAN, le Parti des indigènes de la République, le CCIF, puis aussi les partis politiques. C'est aussi présent dans les universités. Tout ça, ça crée donc un pouvoir qui a une influence sur les médias et sur les prises de décision politiques. Incroyable, c'est incroyable comme ces mouvements. Le CCIF a été dissous par le ministre, et il s'est reformé sur la forme du CCIE. Ils sont soutenus d'abord par les instances européennes, première chose, mais aussi par les autorités publiques françaises et surtout la presse. La presse et les médias français leur donnent la parole systématiquement. On les retrouve dans Le Monde, Libération, Nouvel Obs, constamment. Ils ont droit à des tribunes entières et peu à peu, ils gangrènent l'université française qui est devenue certaines universités, Paris 7, Paris 8, Toulouse, Grenoble, n'en parlons pas, Sciences Po Grenoble, c'est tout. Et donc c'est vraiment un ferment de déconstruction de notre histoire, de l'histoire de France, déjà, qui n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Oui, voilà, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que oui, c'est ça, il plaque le modèle multiculturaliste américain sur le modèle universaliste français qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Je le rappelle, en 1965, quand les droits civiques des Noirs sont reconnus aux États-Unis et tout, nous, il y a belle lurette qu'en France, les droits civiques sont établis et que le premier maire de Paris en 1879 était un maire noir, que le premier député, Blaise Diané, c'est 1914, il siège à l'Assemblée nationale, alors qu'il va falloir attendre 1966 pour qu'un sénateur noir soit élu aux États-Unis. Vous voyez, il y a déjà un décalage de 55 ans. Donc il y a une espèce, on essaye de plaquer ça, et en même temps, donc il y a dans ce mouvement des associations laïques, alors qui viennent de c'est les laïcards du début du XXe siècle, qui reprennent aussi tout ce côté woke des États-Unis et qui veulent donc déboulonner des statues de la Vierge Marie en Bretagne au nom de la laïcité, ou même la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, auquel on a un déboulonnage dont on a beaucoup parlé. Mais si on commence à détruire toutes les statues religieuses en France de l'espace public, si on commence à débaptiser tous les noms de rues qui ont un lien avec un saint, tous les noms de villages, on n'a pas fini. Hein. Donc comment ils vont faire ? C'est-à-dire que c'est sans fin, finalement, cette volonté de tout raser, quoi. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que si on part dans cette direction, et je vous dis, ça, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, c'est terrible, ils sont déjà à fond, on va devoir débaptiser pratiquement 80 à 90% des rues, déboulonner des statues et des personnages de l'histoire de France. Si on va par là, il va falloir traduire bientôt Jules César devant le tribunal international de La Haye pour avoir exterminé 1 million de Gaulois, parce qu'il n'a pas respecté la Convention de Genève 1929. Donc, vous voyez, c'est vraiment une impasse intellectuelle et c'est d'une rare bêtise. Et surtout, c'est le problème de l'anachronisme. L'anachronisme total, ce péché à l'intelligence du passé, c'est-à-dire que nous sommes incapables de nous placer dans les représentations mentales de nos ancêtres. La France est un pays aux racines chrétiennes. Je vous rappelle, il y a 55 000 églises sur notre territoire. On ne va pas les détruire pour faire plaisir à la Ligue de la libre pensée, cette ligue qui a attaqué justement
Saint-Michel. Saint-Michel, je vous le rappelle aussi, c'est quand même le saint de la France depuis le XIVe siècle. Hein, et on va pas faire l'impasse sur le mont Saint-Michel. Si, ils sont... Non, mais vous vous rendez compte. Et bien sûr, les autorités locales, la cour d'appel de Nantes, la cour d'appel de Bordeaux, laissent faire et donnent libre cours justement à ces destructions. Et donc, il faut absolument se révolter. On voit bien que mon livre peut servir aussi de prise de conscience, puisque à Bordeaux, ils ont déboulonné la statue de Gambetta, le maire, la Pierre Urmic, écologiste. Ils ont mis Gambetta au rencard dans un parking pourri. Et là, j'ai réussi à mobiliser quelques personnes pour essayer de remettre le fondateur de la Troisième République à sa place Gambetta à Bordeaux. Et ils sont en train de se mobiliser peut-être avec... ils ont enfin réussi à avoir un rendez-vous avec le maire. Ça risque de bouger. Mais vous vous rendez compte, le premier adjoint au maire a dit les vieilles statues comme Gambetta, ça ne nous intéresse pas. Alors que Gambetta était de gauche en plus. Enfin, c'est ça qui est... Voilà, en plus. Et il a fait toutes ses études à Bordeaux. Hein. Bien sûr, il y a un lien. Ce sont les statues qui racontent l'histoire des villes, l'histoire de notre pays, la continuité historique de la France. Et nous, la France, on a un pays, une histoire extraordinaire de 2000 ans d'histoire. Les États-Unis, ils ont à peine 200 ans, ils savent même pas ce que c'est. Mais si on va par là, on a besoin de nos statues qui sont la preuve de la continuité historique de la France et qui représentent en fait l'âme de notre pays. Et si on déboulonne toutes ces statues comme le réclament tous ces mouvements communautaires, eh bien la France finira par perdre son âme comme les États-Unis sont en train de le faire. Et là, de toute façon, petit aparté, ils sont en train de provoquer la réélection de Donald Trump. Personne n'en parle, aucun média. Mais effectivement, les sudistes en particulier ne supportent pas d'avoir dû déboulonner la statue de Robert Lee, qui est une espèce de Napoléon américain, d'un homme d'une intégrité incroyable. Hein, et parfois, souvent, leur grand-père, arrière-arrière-grand-père avait servi sous ses ordres. Vous vous rendez compte, c'est comme si nous, on était bientôt à déboulonner toutes les statues de Napoléon du sol de France. Parce que oui, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des minorités idéologisées, très bien organisées, mais évidemment, la population est toujours attachée à ces héros, malgré évidemment leur part de noirceur, ou alors évidemment leur part d'ombre, et puis aussi attachée à l'héritage catholique. Enfin, je ne connais pas beaucoup de gens qui se sentent offensés ou par notamment des statues de la Vierge Marie dans la rue, ou alors des statues de Saint-Michel. Donc là, on est sur une minorité idéologisée et organisée, et en plus, ce que vous dites dans votre livre, donc vous mâchez pas vos mots pour dire à quel point ils sont même incultes, hein, parce que vous remettez l'histoire à l'endroit, et notamment sur Colbert, parce que donc Colbert, on lui reproche le Code noir, donc qui réglementait la traite des esclaves africains. Et ce que j'ai appris dans votre livre, Dimitri Cazalis, c'est que finalement, le Code noir à l'époque, c'est un progrès. Mais tout à fait. Déjà, 1685, je vous le rappelle, toujours se replacer dans le contexte de l'époque. Première leçon de tout homme un peu sensé et intelligent. La planète entière pratique l'esclavage, hein, dont, je le rappelle au passage, on n'en parle jamais, c'est le moment de le dire. Les barbaresques d'Alger, de Tunis et de Tripoli ont radié 1 500 000 blancs, souvent des côtes méditerranéennes, beaucoup de Corses en particulier, on en fait des esclaves, et c'est la conquête de l'Algérie en 1830 qui a fait cesser ce trafic d'esclaves blancs. Hein, ça, on en reparlera, oui. Un jour, il faudrait peut-être remettre des pendules à l'heure. Et alors, nous aussi, on va faire des manifestations pour condamner les ports barbaresques responsables, je répète, Alger, Tunis et Tripoli. 1,5 million. Et donc, effectivement, Colbert, non seulement Colbert, c'est le créateur, c'est un grand créateur qui a permis à la France de devenir la première puissance internationale de l'époque. Hein. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à l'époque, voilà, grâce à des hommes comme Colbert qui faisait le travail de 6 ministres, hein, qui est mort à 63 ans épuisé, la France était la première puissance internationale. Et donc, il réglementait, il légiférait dans tous les domaines. C'est la naissance de l'État moderne. Et effectivement, quand il a écrit le Code noir, ce fut un progrès à l'histoire à cette époque, 1683, parce que, en fait, la loi du roi
s'interposer entre l'esclave et le planteur et le maître, si vous voulez. C'est-à-dire que ce code noir a permis de mettre fin aux exactions de ces maîtres dans les plantations, et sans parler des plantations espagnoles, portugaises, hollandaises, britanniques, où là, effectivement, au XVIIe siècle, tous ces patrons avaient tout pouvoir sur les esclaves, et c'était absolument horrible. Donc déjà, comme le disent Pétré Grenouillot, Jean-François Niort, des grands historiens, le Code noir fut un progrès à l'époque, un progrès, un petit pas vers l'humanité, mais surtout le grand pas, ce qu'il faut redire encore une fois avec fermeté, c'est l'Angleterre et la France qui furent les premiers pays au monde à abolir l'esclavage, grâce justement à cette évolution vers plus d'humanité. Parce que justement, donc vous dénoncez ce qu'on peut appeler donc une repentance à sens unique, parce que donc l'Angleterre et la France sont les premiers à avoir aboli l'esclavage, et puis il y a ce sujet extrêmement tabou de la traite interafricaine, enfin entre les Africains entre eux, puis la traite des chrétiens et des Africains par les arabo-musulmans au Maghreb. Vous l'avez dit tout à l'heure, 1 500 000 personnes. Alors, et ça, pour le coup, il n'y a pas de pardon et il n'y a pas de commémoration. C'est ça. Parce que ça ne va pas dans le bon sens. Alors, je veux bien qu'on fasse repentance, que la France fasse repentance, mais alors, le monde entier fera repentance devant l'ONU, et en premier lieu, vous avez dit, les pays arabes, effectivement, avec 17 millions d'esclaves dans les pays arabes, jusqu'en Arabie Saoudite, où la plupart du temps, ils étaient castrés et ils n'avaient pas de descendance, contrairement aux esclaves dans les Antilles européennes ou aux États-Unis. Et enfin, bien sûr, la traite intra-africaine, je le rappelle dans mon livre, 1 Africain sur 4 avant l'arrivée des Européens était esclave d'un autre Africain. Donc c'est simple aussi. Voilà. Alors vous nous parlez, on a parlé de Colbert, mais alors vous parlez de Napoléon. Alors Napoléon, on peut comprendre que notre époque, un Napoléon conquérant, un Napoléon qui s'est fait tout seul. Alors on peut comprendre que pour certains woke, ça ne puisse pas leur parler. On a parlé de Gambetta qui était de gauche, et puis il y a même Voltaire, parce que vous dites c'est la faute à Voltaire, là c'est toujours la faute à Voltaire. Voltaire qui est un pilier de la philosophie de gauche, et ben là il est considéré, je vous cite, comme esclavagiste, islamophobe, antisémite. Alors comment un père fondateur de la gauche peut être donc annulé comme ça? On pourrait croire qu'il est intouchable quand même, Voltaire. C'est exactement le problème. Voltaire, vous le savez, on l'a appelé le roi des philosophes, le roi de l'Europe à l'époque. C'est l'esprit des Lumières français avec Montesquieu, Rousseau, bien sûr, Condorcet. Ce sont la France qui ont apporté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que là-dessous, qu'est-ce que c'est? C'est un combat du modèle universaliste français que nous avons créé et inventé contre le multiculturalisme anglo-saxon. C'est ça le combat sous-jacent. Et Voltaire, c'est le meilleur exemple. Donc aujourd'hui, la mairie de Paris a essayé de déboulonner sa statue près du quai Malaquais, près de l'Académie française. Et alors, ça se fait toujours en catimini. Soit dit, le grand prétexte dans toutes les villes de France aujourd'hui, c'est « Oh là là, on va le restaurer, vous en faites pas, il reviendra bientôt, on va restaurer sa statue, elle est mal en point. » et tout. En fait, elle ne revient jamais. Et là, effectivement, on lui reproche, première chose, d'avoir été esclavagiste, alors que justement, il a dénoncé toute sa vie l'esclavage. Vous le savez très bien, puisqu'on l'apprend en 5e. Dans Candide, Voltaire est un des premiers à dénoncer l'esclavage. C'est le fameux passage du nègre du Suriname qui est appris dans tous les manuels scolaires. Donc, c'est vraiment un pamphlet abolitionniste. Et ensuite, effectivement, on lui reproche d'être islamophobe alors qu'il a prôné la liberté de culte. Et enfin, on lui reproche d'être antisémite alors qu'il a défendu la tolérance religieuse. Donc, en fait, ça se tient pas parce qu'effectivement, si il a effectivement eu des parts dans une compagnie pour 5000 livres, dans une compagnie négrière nantaise, mais on peut pas reprocher à un grand philosophe comme Voltaire d'avoir fait avancer les idées et effectivement de placer son argent à l'époque, de s'être enrichi parce qu'il
il était toujours astucieux, il savait y faire et il aimait bien l'argent, ça c'est sûr. Mhm. Mais vous voyez, cette recherche de pureté Mhm. de tous ces êtres, c'est vraiment mais n'importe quoi, Mhm. parce que on ne connaît pas un seul grand personnage au monde Oui, qui à n'est. être totalement pur. Hein. Je Qui cite n'est. l'exemple de Gandhi. Gandhi, Mhm. aujourd'hui, on sait que c'était un prédateur sexuel, Mhm. hein, et qui traitait les Noirs de crétins, et Mhm. justement, on Oui, parce qu'il a était en aboli. Afrique du Sud à ce moment-là, et pour Voilà. ses Là, études de droit. Mhm. on a déboulonné toutes les statues de Gandhi. Mhm. Et, idem, là, les mouvements communautaires veulent remplacer par les statues de personnages noirs comme Toussaint Louverture, mais ils ignorent eux-mêmes la véritable histoire de Toussaint Louverture, qui Mhm. lui-même était un propriétaire d'esclaves. Il possédait une plantation Mhm. avec 20 esclaves. Et surtout, c'était un personnage peu recommandable qui a trahi 3 fois la France, 2 fois la Grande-Bretagne et Mhm. une fois l'Espagne. Donc voilà, il voulait devenir le Napoléon d'Haïti. Il était d'une prétention, et Immense. ça, on le suit toujours. Donc, non, Mhm. Bordeaux a déjà élevé une statue à Toussaint Louverture. Mhm. Moi, je ne pense pas qu'il ait sa place. Alors justement, Dimitri Casali, c'est donc ce déboulonnage de statut, c'est la porte ouverte à un nouveau révisionnisme. Hein. Finalement, on déboulonne ces statuts pour que l'on puisse ne plus se souvenir de ces personnes. Mais alors, vous, donc on l'a dit, la motivation de tous vos livres, c'est de remettre à l'endroit. Alors, comment trouver cette ligne de crête entre la bêtise vraiment woke que vous dénoncez dans ce livre, la bêtise, puis l'ignorance, l'inculture de cette idéologie woke, et en même temps, voilà, une volonté de certains historiens de faire, on va dire, une sorte d'hagiographie de grandes idoles comme Napoléon ou d'autres, et occulter notamment ces parts. Donc, comment on arrive à trouver la ligne de crête entre la volonté justement à la fois de trop dénoncer, de mettre trop d'éclairage justement sur ces parts d'ombre, ou alors justement de les occulter pour créer des nouvelles idoles nationales. C'est simple, c'est très simple. Il suffit d'éduquer. Mm. L'éducation, la transmission, le récit. Il faut raconter en posant des plaques, mais encore faut-il que ces plaques sous les statues ou sous les noms de rues soient suffisamment explicatives et souvent bien, elles sont souvent mal rédigées aussi. C'est simple. Colbert, il faut mettre une plaque, bien sûr, qu'il a rédigé le Code noir. Il ne faut pas occulter ça, même s'il a fait 1 milliard de choses par ailleurs. C'est ça aussi, vous Mm. savez, Mm. c'est ça. On va focaliser sur le Code noir, mais et voilà, il a rédigé le Code noir à une époque où, effectivement, malheureusement, cette abomination d'esclavage était la norme mondiale, il faut Mm. le dire, norme mondiale. Mais par ailleurs, effectivement, ce fut un progrès par rapport, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il Mm. faut prendre le temps. Les enfants, les élèves ne sont pas complètement imbéciles. Ils vont comprendre. Justement, ils auront cette notion de, de complexité de l'histoire. L'histoire n'est jamais toute noire, toute blanche. Mm. Hein, c'est ça aujourd'hui. On est dans un manichéisme Mm. pur. Là, il faut avoir les bons et les méchants. Donc les bons aujourd'hui, Oui. ce sont les victimes, hein, en particulier l'Afrique, les esclaves, Mm. la colonisation, voilà, en Algérie, Et les etc. méchants, Et les méchants, ce ce sont les sont toujours Occidentaux les colonisateurs. Occidentaux et les Français en particulier. C'est ça qui me... Merci, Non, merci Dimitri Casali pour ce livre, Ces statuts que l'on abat aux éditions Plonge. Je pense que c'est votre livre le plus politique, et à la fois il y a de la politique et à la fois il y a de l'histoire que vous remettez à l'endroit. Donc c'est un très bon livre justement. Donc à la fois donc on apprend des choses, et puis ça peut être voilà, si vous avez des collègues woke qui vous racontent n'importe quoi sur Napoléon, sur Churchill, sur Joséphine, sur Colbert, sur Lincoln, sur Voltaire, voilà, vous lisez ce livre et vous aurez des arguments pour contrer ces arguments de woke débile à la machine à café avec vos collègues. Merci à vous Dimitri Casali. Puis je rappelle le titre de vos autres livres, hein, évidemment, Les 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde, Histoire de l'armée française de la guerre de 100 ans à nos jours aux éditions Ring, et puis l'anti-manuel d'histoire de France aux éditions Perrin. Merci Dimitri Casali.